Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vis ma vie et je vous raconte une histoire. Au menu, aujourd'hui, si je puis dire, plusieurs choses. Nous allons aller dans un parc qui est très très beau, qui s'appelle Parkland Aroma Street. Nous allons aller voir une exposition en ville, dans un très 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 joli musée. Nous allons faire la grande roue de Brisbane. Nous allons ensuite aller dans un rooftop absolument magnifique et très très chic. Donc pour ceux qui sont à Brisbane en ce moment, ça vous donne aussi des idées pour sortir. Et enfin, nous allons tout simplement nous balader dans les rues de la ville. En même temps, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps et complètement vous le spoiler. Comme ça, si vous n'avez pas envie de le lire, ben vous n'avez pas besoin. Mais si vous voulez le lire, écoutez, peut-être que ça vous donnera encore un peu plus envie. Il s'agit du coup d'un livre de Nathalie Anderson. Le titre, c'est Un Royal Playboy. L'histoire commence avec Esther, qui est dans son appartement, lorsqu'elle voit soudainement entrer un jeune homme qu'elle reconnaît tout de suite puisque c'est le frère de sa colocataire, mais aussi employeur, Fiorella. L'homme est beau, regard ténébreux, grand, il dégage une aura de puissance naturellement, mais c'est surtout le prince de Triscari. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, mais elle a l'impression de le connaître puisque c'est un homme qui fait énormément parler de lui dans les tabloïds. Il est connu comme étant le prince playboy, tellement il est vu avec des femmes différentes constamment. Lui, par contre, il ne la connaît pas, c'est la première fois qu'il la voit et elle se présente. Elle est l'assistante de sa sœur. Sœur qu'il est par ailleurs venu voir, mais qui ne se trouve pas dans l'appartement pour l'instant. Au fur et à mesure de la conversation avec Esther, il se rend rapidement compte que celle-ci, contrairement à toutes les autres femmes, n'a pas l'air de tomber sous son charme. Et cette constatation lui plaît puisque commence à germer dans son esprit une idée des plus cocasses. Et il se dit que ce serait pas si mal que ça de l'épouser. Effectivement, son père le roi venant de mourir, lui, en tant que prince, se doit d'accéder au trône et pour cela, la tradition lui demande d'être marié. Tradition qu'il a en horreur mais qu'il n'a d'autre choix que de respecter. Il a donc l'impression que c'est la Providence qui lui envoie Esther puisqu'il a envie de conclure avec elle un contrat de mariage à durée déterminée, sans promesse, sans engagement, sans amour, mais surtout sans contrainte selon lui. Si Esther commence par refuser, vous vous en doutez, elle finit par accepter l'appât du gain. Attention, pas pour elle, mais pour une mère célibataire qu'elle a en charge dans une association dans laquelle elle va et qu'elle aimerait beaucoup aider. Tout se passe très très vite puisque Esther doit faire ses bagages pour partir à Triscari parce que le mariage aura lieu dans une dizaine de jours. Quelques mots sur Esther, du coup. C'est une jeune femme qui a l'air très réservée, très timide, très secrète, mais également très organisée et très professionnelle. C'est ce qui aura convaincu Alec, le jeune prince par ailleurs. Mais elle dégage aussi une aura de pureté. En parlant de pureté, elle va demander dans ce contrat plusieurs choses. En plus de l'argent, le contrat devra durer 1 an maximum et se terminer avec un divorce. Le moins de contact physique possible, donc pas de relations sexuelles et même très peu de bisous. À vrai dire, elle insiste pour qu'il n'y ait que 2 bisous, ceux nécessaires pendant la cérémonie. Alec fait venir dans son jet privé toutes les personnes dont elle a besoin pour la transformer en princesse, ce qu'elle est censée devenir sous peu, des modistes, esthéticiennes, coiffeurs, etc. Et le résultat est tellement bluffant, tellement incroyable que déjà, elle commence à la regarder avec des yeux plus attentifs. Alec est un charmeur et même s'il n'a pas envie de compliquer cette relation plus que nécessaire, il a envie de mieux connaître cette femme qui a l'air si secrète. Il veut percer ses secrets. Il veut même devenir ami avec elle parce qu'il a le sentiment que c'est la personne la plus honnête de son entourage. Mais ce ne sera pas chose facile puisque Esther connaît très bien la réputation d'Alec. Elle sait qu'il est connu pour être un playboy, pour être un coureur de jupons et elle ne compte pas se laisser aller à une quelconque histoire avec lui, ni même à un quelconque espoir. D'ailleurs, Esther manque un peu de confiance en elle, il faut dire. Elle ne pense pas une seule seconde qu'il puisse éprouver quoi que ce soit pour elle. Eh ben non, grave erreur ma petite Esther, puisqu'ils sont toujours dans l'avion, que déjà commence à naître entre les deux une certaine tension, une certaine sensualité.
Ils doivent faire des photos envoyées à la presse pour annoncer le mariage. Il leur faut donc changer de tenue régulièrement, etc. Ils vont dans ce qui s'apparente à la chambre dans le jet privé pour se changer. Esther a besoin d'aide pour fermer sa robe, ce que va faire très galamment Alec, mais déjà les deux ressentent une très très intense et forte alchimie, attraction. À partir de là, Alec commence à la taquiner pour apprendre à la connaître un petit peu plus, mais on voit que les taquineries sont de plus en plus charmeuses, de plus en plus séductives. Parce qu'après tout, ce sont deux adultes et quel mal y aurait-il à s'amuser, à prendre du plaisir tout en se rendant service. Ils arrivent à Triscari et Alec décide qu'il sera le seul à guider sa fiancée dans ses pas de future reine. Il l'accompagne jusqu'à ses appartements afin qu'elle puisse déjà faire un premier état des lieux et s'installer tout simplement. Elle a pris très peu d'affaires, quasiment pas à vrai dire, à l'exception d'une boîte en bois un petit peu abîmée. Elle y tient beaucoup puisque ce sont ses parents qui la lui ont offert avant leur mort. Et cette boîte renferme tout plein de petits objets qui ne sont pas nécessairement chers en termes de prix, mais ils lui sont chers parce que ce sont des objets qui lui rappellent de bons souvenirs. Alec la surprendra en faisant restaurer cette boîte pour elle. À part ça, cette boîte ne renferme pas que des souvenirs heureux puisque elle lui rappelle également la mort de ses parents, tout ce qui s'en est suivi, le fait qu'elle doive aller vivre chez de la famille éloignée, famille qui avait refusé d'accepter le mariage entre ses parents et qui les avait complètement mis de côté. Famille par ailleurs qu'elle a dû inviter au mariage, qui sera présente, ce qu'elle redoute énormément. Deuxième moment plus ou moins caliente du livre, elle est en train de nager, Esther, donc, quand Alec la rejoint. Il se déshabille pas tout à fait jusqu'au bout et la rejoint dans la piscine. Il est complètement dans une dynamique de séduction maintenant et une séduction clairement consciente et engagée, ce qui la met plus ou moins mal à l'aise, mais elle ne détourne pas pour autant les yeux. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il lui fait comprendre que il n'est pas contre l'idée d'avoir une relation charnelle avec elle, mais que la balle est dans son camp. Le mariage a lieu, les deux bisous aussi. Le premier serait presque chaste. Le deuxième est clairement un petit peu plus pressant et poussé. Et le troisième, parce que oui, il y en a un troisième contre toute attente, est carrément dévastateur, sensuel et implacable. Esther, rayonnante et subjuguée, n'a pas pensé une seule seconde à repousser Alec. Troisième moment caliente du livre, la nuit de noces, qui naturellement n'est pas censée avoir lieu. Seulement quand ils rentrent dans leurs appartements qui communiquent, Esther se rend compte qu'elle va avoir un gros problème avec sa robe, comme d'habitude. Seulement cette fois, Esther espère secrètement qu'Alec aille plus loin que juste défaire sa fermeture. Je ne peux pas vous en dire trop, mais je peux au moins vous dire que les termes ciseaux déchirés et dents sont évoqués. Et dans ces circonstances, ce qui devait arriver arriva. Folle nuit de passion comme on pouvait s'y attendre, mais au petit matin, c'est une Esther réservée à nouveau et presque fuyante que découvre notre petit Alec. Mais le garçon est proactif aussi. Organise-t-il sans tarder un petit week-end de noces dans le château de sa défunte mère. C'est un endroit particulièrement important pour lui puisque c'est l'endroit où il a partagé énormément de souvenirs avec sa mère, dont leur passion commune pour l'équitation. Donc c'est un endroit où sa mère a été extrêmement heureuse, mais également malheureuse puisque c'est là où elle est morte de son cancer. Avant d'aller au château, ils ont une petite conversation à cœur ouvert durant laquelle Alec va apprendre à quel point l'enfance d'Esther a été malheureuse et difficile puisqu'elle s'est faite harceler d'abord par ses cousins qui n'avaient de cesse de lui faire comprendre, de lui montrer à quel point elle leur était inférieure, mais ensuite par des filles dans le pensionnat dans lequel elle a été, puisque c'était un pensionnat très huppé avec des enfants très riches et qu'elle ne l'était pas. Arrivée au château, c'est à Alec de se confier et de lui expliquer finalement à quoi ressemblait la relation avec ses parents, sa mère, son père, mais également avec sa sœur. Le fait qu'il ait dû veiller seul sa mère pendant
ces longs mois de maladie, tout simplement parce que son père n'a pas supporté cette maladie et s'est plongé dans le travail, alors que sa sœur, qui était encore jeune, a finalement été préservée le plus possible. Le fait que ce décès ait rendu son père strict et autoritaire avec ses enfants afin de les protéger, mais également très exigeant avec Alec qui n'a pas eu la chance de pouvoir choisir ses études, qui devait se préparer à son accession au trône, alors qu'il aurait voulu faire des études en médecine afin de trouver des réponses à ses questions face à la maladie de sa mère. Esther n'en doutait déjà plus, mais elle comprend vraiment à quel point la personnalité d'Alec est beaucoup plus profonde que ce qu'elle pensait, que c'est en fait un homme qui a de grandes responsabilités et il en a conscience. Il a à cœur le bonheur de son peuple, mais s'il a eu et connu tant de femmes, c'était finalement en réponse à toute cette pression qu'il devait porter dès l'enfance. Ils discutent à bâton rompu une bonne partie de la nuit et finissent par s'endormir entrelacés. Alors qu'ils devaient rester 3 jours au château, un problème urgent entre guillemets les amène à retourner au château principal. Ce sont les ministres d'Alec qui, en fait, ont trouvé la première raison venue pour qu'ils reviennent afin qu'ils puissent travailler. Mais avant de rentrer, il y a eu un 4e moment caliente dans le livre. On ne va pas parler de tout ça, on a l'habitude maintenant. Et pendant ce moment-là, Esther a demandé à Alec de la laisser être à l'origine du divorce lorsqu'ils devraient se séparer 1 an après. Et cette conversation a fait tout drôle à Alec qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout envie de penser au moment de la séparation parce que ce n'était plus tout simplement quelque chose qu'il désirait. De retour au château principal, Esther va finalement croiser ses cousins qui vont lui lancer pic sur pic sur pic. Mais cette petite escapade avec Alec lui a donné confiance en elle et elle va être en mesure de leur répondre et de leur fermer leur grosse bouche. Pardon, je m'emporte. Un peu plus tard dans la journée, Alec fait comprendre à Esther lors d'une conversation que ce serait judicieux de ne pas forcément se séparer dans 1 an parce que, après tout, lors de leurs ébats, ils ne se sont pas toujours protégés et un enfant pourrait naître de cette union. Esther est dubitative parce qu'après tout, il lui avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant tout de suite. Il lui avait dit que cette histoire ne devait pas durer. Alors, vraiment, elle ne comprend pas. Et elle comprend d'autant moins que elle a des sentiments pour lui et elle sent bien que ce n'est pas ce qu'il lui propose. Et elle a bien raison, puisqu'il lui dit que de toute façon, il n'est pas en train de lui proposer de l'amour. Il est en train de lui dire qu'ils s'entendent bien, charnellement, qu'ils s'entendent bien même en termes de personnalité, que du coup, ils ont tout à gagner à rester ensemble, qu'il n'y a pas de raison de se séparer, mais qu'ils vont rester dans cette dynamique où chacun se fait du bien, chacun reste près de l'autre, mais ils ne sont pas censés s'aimer. Esther est ahurie et elle est d'ailleurs un peu meurtrie parce que vraiment elle a commencé à développer des sentiments pour Alec et elle le lui dit. Elle lui dit qu'elle ne veut pas de cette relation de cette manière-là. Elle lui dit que ce qu'elle veut c'est beaucoup plus. Elle veut de l'amour et elle croit en l'amour, mais qu'elle va aller au bout de ce contrat. Par contre, à partir de maintenant, ils s'en tiendront véritablement au terme du contrat, à savoir plus aucune relation charnelle. Si le mariage a bien eu lieu, le couronnement, lui, pas encore. Et les 2 protagonistes ne vont pas se voir souvent, sauf pour répéter justement le couronnement. Et il faut savoir que lors du couronnement, la jeune femme est censée s'agenouiller devant Alec, qui devient son suzerain, son roi. Le jour du couronnement, elle suit bien tout le protocole. Elle s'avance vers lui et alors qu'elle est sur le point de s'agenouiller, ça ne se passe pas comme prévu. J'espère que cette histoire vous a plu. À moi, écoutez, c'est pas forcément la meilleure histoire d'amour que j'ai lue, mais ça passait le temps et ça se lisait surtout très très vite. Je me réjouis de lire vos questions ou vos recommandations dans les commentaires et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Des bisous!